Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Aujourd'hui, nous allons parler de la passion. La passion, c'est l'énergie nécessaire pour aller au bout de ses rêves. Les personnes passionnées ont de l'énergie, sont enthousiastes, baissent jamais les bras et vont au bout de leur projet. Aujourd'hui, pour la passion, M. Stéphane Blackburn. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça me fait tellement plaisir qu'on prenne ce temps-là pour jaser ensemble. Oui, c'est un plaisir pour moi aussi, merci. Écoute, tu es quelqu'un que j'aime profondément parce que, faut que je te dise un secret. Tu sais, tantôt tu me disais, il y a un jour en 2008, Oui, mais moi, il y a un jour en 2008 où j'ai compris c'était quoi l'autisme. OK. Grâce à ton livre. Fait que ça m'a permis de pouvoir mieux définir ce que c'était. Puis, en plus, aujourd'hui, ce que je veux partager avec les gens, c'est que l'autisme, c'est pas une fin en soi, c'est toute une autre façon de voir les choses. Puis, un autiste adulte, ça peut faire des très grandes choses. Qui aurait imaginé que tu serais retourné à l'école enseigner? Je capote! Je suis tellement contente. Moi aussi, un peu. Un peu? On peut s'en mettre un peu plus? Oui, oui. Hey, je veux qu'on recommence au début. Parle-moi de ce défi-là, l'élément qui est arrivé, qui a fait que ta vie a comme un peu basculé. Parle-moi de ça un petit peu. Ben, Mettre écoute, les gens en contexte quand même. c'est sûr que j'ai toujours été un gars un peu particulier, mais sans trop savoir où est-ce que les choses allaient comme moins bien ou bizarre aux yeux, au regard des autres. Donc, pour moi, j'étais un étudiant. Ensuite, je suis devenu un jeune professeur, mais ça allait pas bien. Ça allait bien avec les élèves, ça allait bien dans mes classes, mais j'avais de la difficulté avec les confrères. Je savais pas... Parce qu'avec les élèves, tous les gens qui t'ont côtoyé disent comment ils t'ont aimé puis comme ils t'ont apprécié. Enseigner, j'ai toujours adoré ça. OK. J'ai vraiment... C'est une passion. C'est une passion. Ah, vraiment, vraiment, c'est une passion. Et pour le dire, là, c'est dans le dernier bout de ma vie là, que vraiment j'ai eu à faire un choix. Là. Et ce qui est arrivé, c'est que en 96, bon, il a fallu que je prenne un congé de maladie pour épuisement. Bon, puis à un moment donné, en 2000, ça repartait pour un deuxième épuisement professionnel. Fait que ça allait vraiment pas bien, c'était difficile. Et à un moment donné, il y a un de mes supérieurs qui me dit « Stéphane, as-tu un rêve? » Puis là, je dis... Je voyais pas où il voulait en venir. Puis là, il me dit qu'il n'y a pas rapport avec l'enseignement. Fait que là, je me suis dit, oui, j'en ai un. J'aurais toujours voulu, dans ma vie, conduire, une fois dans ma vie, là, des camions. Ça fait qu'il me dit, écoute, je te garde ton ancienneté, je te protège, mais dis, va donc chercher ta classe 1, puis va te promener en camion, puis tu prendras tes décisions, tu viendras me revoir. C'était vraiment généreux de sa part. C'était vraiment, en tout cas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté l'enseignement pour un bout de temps. Je suis allé chercher ma classe 1. Je me suis promené aux États-Unis en camion. J'ai fait à peu près tous les États. J'ai vécu toutes sortes de choses, des aventures, des choses que j'aurais pas pensé possibles. Les rapports sociaux ne seront pas du tout les mêmes d'un État à l'autre. Puis bon, c'était vraiment là une belle expérience. Mais en même temps, en 2004, là, tout s'est effondré parce qu'on a découvert que mon plus jeune était autiste. Moi, je ne connaissais pas ça. Personne ne connaissait ça. Et on apprend pratiquement en même temps, dans la même période, que mon plus vieux, il faut qu'il soit opéré au cœur. D'urgence. Alors là, c'était comme... Et mon épouse, vraiment, là, c'était trop. C'était trop. C'est vraiment C'est énorme. C'est très dur. Et bon, alors moi... À ce moment-là, ton plus vieux, à quel âge? Mon plus vieux, il avait 7 ans. 7 ans. Il faut qu'il soit opéré au cœur, puis il y a 7 ans. Oui, c'était important. Là. Puis le diagnostic d'autisme pour ton deuxième, c'est arrivé un petit peu avant. Juste un petit peu avant. Puis lui, à quel âge à ce moment-là? J'avais 3 ans ou 4 ans? 3 ans. 3 ans, je pense. 3 ans. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est sûr que là, ça a été comme j'abandonne tout.
j'abandonne tout ce qui était matériel, tout ce qui était la maison, le camion. Je m'étais acheté un camion, j'étais propriétaire. Je m'en allais en business, moi, là, puis en camion. Puis ça allait bien, mais là, c'était plus possible. Là, mon épouse n'en pouvait plus. Moi, j'étais toujours parti. C'était plus possible. Ça fait que là, regarde, je me suis occupé de ce qui avait vraiment de plus important, c'est-à-dire mon épouse puis mes 2 gars. Et on a passé à travers l'épreuve. En même temps, j'étudie sur Internet de façon très compulsive. Hein? J'étudie tout ce qu'il y a sur l'autisme, puis je découvre syndrome d'Asperger. Et là, je m'aperçois que mon plus vieux, il ressemble à ça. Et je lis syndrome d'Asperger, je dis, Colin, on dirait qu'ils sont en train de décrire François, mon aîné. Mon épouse, elle n'en pouvait déjà plus, alors elle me dit, garde, on en a déjà assez de un, deux, ça serait comme, non, arrête d'étudier ça, là, t'étudies trop. Hein? Puis à un moment donné, ben, on avait des aidants qui venaient chez nous visiter, puis là, à un moment donné, il y en a un qui laisse un test de dépistage. Puis là, ben, moi, je restais avec le syndrome d'Asperger, puis je me grattais la tête, puis je me disais, il me semble que ça ressemble à François. Puis là, à un moment donné, je viens blême devant l'écran. Ça me ressemble. Ça me ressemble, moi. Fait que là, ça commençait à être vraiment envahissant. Oui. Et là, je prends le test de dépistage, je le passe pour moi-même, je le fais passer à mon épouse. Mon épouse, elle obtient 24 sur 40, j'obtiens 36 sur 40. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Et là, j'ai plus d'emploi, je suis plus capable de travailler, je suis plus en état. Entre-temps, je démissionne du cégep, c'est fini, je veux plus rien savoir là, d'enseigner. Là, il faut que, c'est vraiment, là, on focusait sur l'essentiel, c'est-à-dire l'amour qu'on a pour sa femme, ses enfants, puis ce qu'on peut faire. Fait qu'on n'avait plus rien. On n'avait plus rien. Il fallait qu'on construise nos enfants. Il fallait qu'on construise notre famille, puis qu'on la reconstruise, qu'on se retrouve comme couple, puis, parce que c'était vraiment, là, on était vraiment là, en bas. Pendant ce temps-là, je continue d'étudier l'autisme. J'essaie de me retrouver. Je fais quelques vidéos sur YouTube. Bon, j'avais des activités un peu comme ça. Je dirais plus occupationnelles qu'autre chose. En 2008, je rencontre une dame sur un stationnement que je savais qu'elle était impliquée dans le milieu de l'autisme et qui avait, à mes yeux, beaucoup de crédibilité parce qu'on s'était déjà rencontrés une fois dans un... Elle s'appelait Lise Setlacouille. En la voyant, je lui dis, écoutez, j'aimerais ça m'associer à quelqu'un qui est impliqué au niveau de l'autisme et qui pourrait me permettre d'avoir une place où travailler puis où pouvoir reconstruire quelque chose. C'était 4 ans plus tard, là. 3-4 ans plus tard, donc j'avais quand même du travail à faire, quelque chose à construire. En 2008, il n'y avait plus moyen de faire de transport. Parce que là, il y avait la crise économique qui a frappé les États-Unis. Ça fait qu'il y avait les camions étaient d'un cours au Québec, mais ça ne descendait plus. Je ne trouvais pas d'emploi. Alors, c'était vraiment comme une espèce de débandade, d'autant professionnelle là, que personnelle. Ça a été un moment difficile. Et, bon, en 2008, je recommence tranquillement. Bon, finalement, je me loue un bureau. Et ça n'a pas vraiment débouché sur quelque chose d'intéressant, mais j'ai écrit quand même mon livre qui s'appelait « Dieu merci, les autistes sont là », qui est épuisé aujourd'hui, mais qui a été, parce qu'il a été beaucoup... ça a été un gros vendeur en Europe aussi. Mais il n'y a pas de sous à faire avec ça au Québec. C'était pas grave parce que c'était le message, je pense, qui était important, c'était de garder ça positif, de dire, bon, est-ce que c'est forcément, a priori, une maladie, quelque chose d'incapacitant, puis non, pas forcément. Puis je dirais vraiment pas forcément. Et à ce moment-là, arrive un moment donné, 2010 passe, 2011 passe, les choses avancent lentement, je donne des conférences, j'essaie de faire avancer les choses, puis bon, je fais un petit peu le tour du Québec pour essayer de me placer, je dirais, pour faire de la militance pour l'autisme. À ce moment-là, on est rendu, mettons, vers 2011. Puis, vous savez, j'ai toujours eu des rêves un peu fous. Puis, parmi les rêves un peu fous que j'avais, puis que j'y croyais pas, là, j'ai toujours rêvé d'aller travailler à la baie James.
Ça fait bizarre, ça a l'air drôle. C'est un rêve qui, pour moi, est irréalisable. Mais un peu naïf, je continue de rêver que peut-être qu'un jour, je vais peut-être avoir l'occasion de visiter la baie James. Puis un autre rêve fou, complètement, c'est de conduire des autocars. Pas les autobus de ville, là, pas les autobus scolaires, mais des autocars pour faire de la longue distance. Et à un moment donné, et c'est là que je me dis que ça vaut la peine de toujours croire en ses rêves, je trouve sur le guichet d'emploi du gouvernement qui ont besoin de chauffeurs d'autocars à la baie James. Pour les touristes qui viennent visiter LG2 et les employés d'Hydro qui partent de leur milieu de travail pour aller vers les aéroports. Donc, il y a 3 autocars pour ça là-bas. Là, j'en revenais pas. J'étais nourri, logé. J'allais à la baie James et là, j'ai pas réfléchi longtemps. J'ai dit à mon épouse, j'y vais. On se parlera par Skype. On fera quelque chose. Puis là, je vais avoir un revenu. Ça va me permettre de me remettre sur le marché de l'emploi. Et là, ça a été un coup dur parce que dans le fond, tu sais, je partais là, pour je sais pas combien de temps. Puis j'allais Combien de temps tu as été là-bas? J'ai travaillé là 2 ans, mais par épisode. Par épisode. Ouais, c'est selon les besoins, là, mais il fallait que je fasse la route en automobile à chaque fois. Puis là, on parle de 1500 km d'ici, dont la moitié se fait dans le bois. Pourquoi il fallait que tu le fasses en automobile? Parce que c'était pas offert, là, le transport pour se rendre là-bas pour les gens qui étaient pas directement chez Hydro. C'était un sous-contractant qui avait les contrats d'Hydro. Le contrat des autobus. Et donc, les autobus, j'ai conduit des autobus, puis en même temps, j'ai pu visiter, non seulement la visiter, mais je dirais même conduire les autobus dans la centrale, descendre à 150 mètres sous la terre avec l'autocar, puis c'était une expérience vraiment spéciale. Et on n'a pas besoin de GPS, hein. Les routes, c'est pas compliqué à Baie James, il y en a une. Ah, OK. Bon, il y en a 2 ou 3, mais je veux dire, c'est vraiment simple, là. Donc, puis j'ai vécu des choses passionnantes. À un moment donné, je ne pouvais pas sortir de chez moi parce qu'il y avait un ours brun couché en bas de mon escalier. Fait que je ne pouvais pas sortir. J'ai appelé, je dis, il faudrait que quelqu'un vienne enlever l'ours de là. C'est assez particulier, en effet. Ah, c'est extraordinaire. Puis j'ai adopté un petit renard sauvage qui venait sur ma galerie pour se manger. Puis à un moment donné, il rentrait dans mon appart. Puis, Fait que le plus longtemps que tu étais là-bas, c'était quoi? C'était 3 semaines, tu revenais? Oh non, j'ai été jusqu'à 4 mois là-bas sans pouvoir revenir. Oh, pas Ouais. 4 mois? Oui, ça, c'était la partie difficile. Effectivement. C'était la partie difficile. Puis le principe là-bas, puis Skype, ça marche, là? Parce que, Oui. ici, on peut aller dans les montagnes, puis ça marche pas, fait que... Oui, non, c'est ça, c'est câblé, là. Je pense que c'est peut-être avec fibre optique, quelque chose comme ça. C'était peut-être, genre, je sais pas. Peut-être, je sais pas comment ça fonctionnait, mais en tout cas, mais ça marchait. Ça marchait. C'est ça, l'important. Et voilà. Fait que là, après ça, ça a été, on a perdu le contrat. Et donc là, je m'en allais peut-être pour aller être chauffeur d'autobus à la Ville de Québec. Et là, il y a un monsieur qui me dit, il y a une compagnie d'autobus qui cherche du monde chez ArcelorMittal à Fermont. Je dis, ça m'intéresse. Moi, j'aime le nord du Québec. Je vais aller voir l'autre côté. Et encore là, je l'ai fait. Mais là, ça a duré seulement 1 mois parce que, à cause des conflits entre le gouvernement et ArcelorMittal, ils ont fait des coupures. Puis en faisant des coupures, moi, je redescendais tout de suite. OK. Après quelques mois, là, on est rendu en 2012, là, 2013. En 2013, il m'arrive quelque chose d'incroyable. J'avais envoyé des CV dans tous les cégeps sans y croire trop. Je dis, là, je serais prêt à retourner enseigner. Je ne sais pas si ça va arriver, mais si ça arrive, tant mieux. Mais je reçois un téléphone d'une compagnie qui fait du camion de forêt et des routes de glace en Alberta. Et là, il m'offre un montant d'argent extraordinaire pour faire ça. C'était, quand j'ai raccroché, j'ai accepté, évidemment, mais quand j'ai raccroché, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, notre fortune est faite. Parce que c'est pas tant vous autres, c'est pas tant nous autres qui appliquons ou qui envoyons notre CV, c'est eux autres qui nous spotent et qui nous appellent. OK.
Puis moi, ben, vu que j'étais proche de la cinquantaine, j'étais le candidat qui cherchait avec l'expérience en conduite de véhicules lourds et tout ça. Alors là, l'argent rentrait à flot. Là. Et j'étais pour partir quand la même journée, j'ai un téléphone pour une entrevue pour peut-être travailler à temps partiel au cégep de Thetford comme enseignant. Et là, je me suis retrouvé devant un choix vraiment, là, parce que là, c'était l'argent ou la passion. La chose que j'aime le plus, enseigner. Ben là, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas enseigné. Et, donc, la question, c'était qu'est-ce que je fais? C'était vraiment qu'est-ce que je fais? Et là, c'est mon épouse qui me dit est-ce que tu connais, je pense que c'est Ignace de Loyola. Je dis non, je ne le connais pas, c'est qui? Ignace? De Loyola. OK. Elle me dit, lui, là, elle dit, quand tu as un choix à faire qui est difficile, regarde quelle alternative te donne le feeling d'une première passion d'amour, là, et l'autre qui t'inspire l'amour tranquille d'un homme marié. Puis là, l'amour tranquille d'un homme marié, pour moi, c'était prof de philo. Là, elle m'a dit, c'est ton choix. Fait que j'ai appelé en Alberta, j'ai dit, j'y vais pas. Alors, on s'entend que j'ai renoncé à beaucoup d'argent, pour aller faire quelque chose que j'aime vraiment. Alors, c'est-tu vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, là? La passion? Et comment? Et comment? Et comment? Parce que là, j'ai toujours pas de sécurité d'emploi. Là, je me suis bien placé. Je suis bien placé, je veux dire, mais je ne sais jamais d'une session à l'autre si je dois travailler à plein temps ou si même je dois travailler, mais c'est pas important. Je dépense pas. Je dépense très peu. C'est des objets, c'est des choses. Je vis avec ce que j'ai, puis mon épouse aussi, puis on se paye des vacances modestes. Non, l'argent, c'est tellement pas le bonheur, mais là, nous autres, on y a vraiment goûté. Alors aujourd'hui, je suis retourné à l'enseignement. Je suis retourné à ce que j'aime. Et je me suis permis comme ça de relever d'autres défis. Et j'ai toujours des défis devant moi, dont celui de perdre du poids. Et j'ai déjà perdu une bonne quantité de masse. T'es tellement beau. Merci beaucoup. T'as toujours été beau. Moi, je vais te dire une chose. Ce qui m'a inspirée, puis ce qui fait que je voulais vraiment que tu sois là, puis que tu viennes parler aux gens pour les inspirer, c'est que tu es parti d'une vie qui était structurée, organisée. Oui. Il y a eu comme un défi, ça l'a, disons la débandade, mettons. Oui, OK? vraiment. C'est vraiment, là, tout est tombé. Tout est tombé. Oui. Mais tu n'as jamais lâché le morceau. Non. Tu as toujours gardé confiance. Oui. Puis ta passion a toujours été vivante. Oui. Puis ta passion de l'enseignement, elle ressortait parce que tu as écrit ton livre. Oui. Puis tu nous as enseigné quand tu as écrit ton livre. Oui. Hein? Sur YouTube aussi, à l'époque, là, je donnais des trucs, des moyens, etc. Là, par souci je dirais, de laïcité, même au niveau de mes idées personnelles, même quand c'est pas religieux, il faut que je fasse attention à ce que je dis en public parce que je suis prof et que j'ai des élèves qui t'adorent. Je t'entends parler oui, parce que d'enseigner à Thetford. Oui. Thetford, c'est mon pays d'origine. Ah! Fait que... Stéphane Blackburn, il m'enseigne. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est parce que quand on aime quelque chose, puis quand on voit l'utilité que ça a, qu'on sait qu'on construit de quoi. Si je m'arrêtais à des théories abstraites puis anciennes, puis que tout ce que je faisais, c'était simplement transmettre des connaissances, on n'arriverait à rien. Il y a quand même quelque chose de particulier dans ce que tu dis, parce que tu parles de théorie abstraite, oui. Puis on parle des autistes où on dit que l'abstrait, c'est très difficile pour eux. Oui. Puis toi, tu peux pas être plus dans la philosophie, on s'entend que c'est... Il y a énormément de clichés et de préjugés par rapport à l'autisme. C'est énorme, là, tout ce qu'il peut y avoir de faux, de ce qui se dit, est basé sur des impressions.
quand on se base sur des impressions, on peut arriver avec toutes sortes d'aberrations, là. Tu sais, par exemple, quand on dit qu'un petit autiste n'est pas là, on est en train de découvrir que c'est exactement le contraire qui se passe. Et là, pour te dire, là, je me suis documenté, j'ai continué de me documenter là-dessus. Je pourrais, maintenant que je suis redevenu professeur, je pourrais dire, OK, j'arrête ça là, je me contente de ma job, je me contente d'enseigner, puis j'arrive chez nous, je me tiens tranquille. Ça se peut pas pour toi, ça. Ça se peut pas pour moi, ça. Alors, je continue non seulement de militer, de donner des conférences. Parfois, je les donne même bénévolement parce que c'est pas tout le monde qui a du budget. Il y a des organismes que ça fait pitié. Il y a vraiment pas d'argent, mais il faut pas que ça m'empêche d'aller parler aux gens. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre. L'argent n'a rien à voir là-dedans, là. J'ai une question à te poser. Oui. C'est quoi la ressource la plus importante que tu as utilisée, qui a fait que tu as réussi à passer à travers tout ça? Je sais pas. Je sais pas. Je dirais une volonté de vivre. Ça, pour moi, c'est vraiment important de continuer de faire quelque chose. L'amour de ta femme? Oui. Oui, ça, c'est vrai. L'amour de ma femme et de mes enfants. Je dirais que oui, que ma femme et mes enfants sont certainement ma principale motivation avant même ma propre personne. Et parce qu'il y a des moments dans la vie où vraiment, vraiment, on a l'impression qu'il n'y en a pas d'avenir. Dans ce temps-là, là, vraiment, on se dit, il n'y en a pas d'avenir. C'est fini. Mais il faut juste avoir le courage de se relever. Puis de se donner... C'est quoi qui te donnait ce courage-là? Ben, je pense que tu l'as trouvé. C'est vraiment faire quelque chose pour mon épouse aujourd'hui. Faire quelque chose pour mes enfants aujourd'hui. Ils doivent être fiers de toi, terrible. En tout cas, moi, je suis fier d'eux autres. Moi, je suis fier d'eux autres. Puis, écoute, Olivier, là, c'est un autiste non-verbal diagnostiqué avec déficience intellectuelle à l'époque. Bien, aujourd'hui, il est ceinture brune de karaté. Ceinture brune. C'est-à-dire que sa prochaine, c'est la noire. Cet enfant-là, à 4 ans, il n'avait même pas le réflexe quand il tombait. Il n'avait même pas le réflexe de se protéger le visage avec ses mains. Il tombait sur la face. On avait du sang à terre. Il manquait des réflexes. Il y avait de la misère à se tenir assis. Il y avait de la misère. Comment ça se fait qu'il s'en va vers sa ceinture noire? C'est parce qu'à quelque part, pratique, puis peu importe d'où tu pars, il y a des choses que tu vas réaliser que tu ne pensais pas possible. Bien, je pense qu'il a été nourri de l'amour paternel et maternel au maximum. Mais c'est parce pas qu'il y a cru, là. Oui, oui. Puis ce qu'il y a, c'est qu'avec l'autisme, c'est que ce qu'on rencontre, c'est que c'est des gens qui viennent au monde avec des sens plus aiguisés. Et donc, ces bébés-là, quand ils sont bébés, ils se désintéressent du phénomène de la communication. Un enfant, un bébé qui n'est pas autiste, qui n'est pas sur le spectre, c'est un enfant qui va s'intéresser presque exclusivement au phénomène de communication, avant même d'avoir développé un sens du jeu, de dire « je suis une personne » qu'il ne sait pas encore. Il regarde, et ça, on a des preuves, là, il met des électrodes, puis on voit qu'est-ce que l'enfant regarde, là. François, lui, va bien? François va très bien. Il n'a jamais eu besoin de se faire réopérer? Non. Puis tout est merveilleux? Totalement guéri. Et il est en train d'aller chercher sa carte de moniteur de natation. Puis il est ceinture marron, ceinture brune de karaté lui aussi. Wow! Alors oui, non, ça va très, très bien. Et le bonheur, ben, c'est quelque chose qui est accessible, là. Mais c'est un art. Aujourd'hui, moi, je voulais te rendre hommage. Oh, c'est gentil. Vraiment. Vraiment gentil. En t'offrant aussi ce petit token de cet hommage-là, qui est un engrenage d'une fleur, parce que ça prend le savoir-être avec le savoir-faire. Alors, le savoir-faire, l'engrenage, le savoir-être, la fleur que tu es, pour faire l'attitude à succès. Puis, j'admire vraiment la ténacité puis la passion que tu démontres. Tu n'as jamais lâché, puis tu as toujours été, même dans les moments où ça allait vraiment pas bien, là, mais tu as toujours été intéressant. C'est gentil. On ne pouvait pas ne pas être intéressé à ce que tu vivais. Ouais.
Puis, je suis impressionnée de où tu es maintenant. Dans le ici maintenant, là, ta famille est restée unie. Oui. C'est à travers tout ça, là. C'est Oui. quand même c'est particulier, il faut s'entendre, il faut se le dire. L'amour est essentiel. Pas d'amour, on n'avance plus. Mais tant que l'amour est là, le reste, on peut faire le deuil de tout le reste. C'est ce que je dis à mes élèves encore aujourd'hui. Je dis, imaginez que votre maison brûle, que votre voiture était dedans, que tout brûle, puis qu'il n'y a rien d'assuré. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste ça, puis il vous reste ça. L'avez-vous construit? Avez-vous bâti quelque chose de solide là-dedans? C'est ça, c'est là qu'est le bonheur. Il y a des gens qui n'ont rien, mais qui sont heureux. Il y a des gens qui ont tout, puis qui pensent que leur vie est tragique. Effectivement. C'est l'intérieur. Ça, c'est toute une leçon que tu nous donnes là. Puis j'ai 3 principes. Le premier principe, c'est toujours garder un rêve fou dans sa tête, à quelque part. On ne sait pas s'il va se réaliser. C'est pas nécessaire de dire qu'il va se réaliser. C'est juste nécessaire de le garder de côté. Puis les 2 autres, c'est le but puis l'objectif. Pour moi, un objectif, c'est ce qui mène vers un but. Là, moi, je m'inscris à l'université. Je m'en vais pour possiblement, certainement au moins une maîtrise, possiblement le doctorat. À mon âge, oui, je vais le faire encore. Pourquoi? Parce que c'est le fun, parce que ça nous permet de grandir. Le but, c'est le diplôme. Les objectifs, c'est passer chacun des examens un après l'autre. Donc, moi, j'ai toujours objectif, but, rêve. À chaque jour, j'ai un objectif à réaliser. Objectif, but, rêve. Malheureusement, c'est déjà terminé. Il nous reste à peu près 10 secondes. Moi, je veux absolument, oups, c'est pas grave, te remettre ce format de mon appréciation, puis de l'hommage que je te rends, puis je veux absolument t'embrasser. Merci. Je t'aime beaucoup, Stéphane. Lâche pas. Continue de nous enseigner. Merci beaucoup. Bravo.